Être président, ça semble être le summum de la soif de pouvoir. Mais que diriez-vous si nous vous disions qu'ils ne peuvent sacro-saint même pas conduire sur les routes publiques? Pas seulement pendant leur mandat, mais pour toujours. Biden possède une Corvette qu'il ne peut pas conduire. Trump a acheté une Tesla qu'il a l'interdiction d'utiliser. Obama a obtenu une permission spéciale juste pour conduire à l'intérieur des grilles de la Maison-Blanche, avec toutes les sorties verrouillées. La raison de cette interdiction est liée à une tragédie qui a tout changé. Et les restrictions ne s'arrêtent pas, tu n'en pas ça et pas là. Les anciens présidents vivent sous des règles qui ressemblent plus à de l'assignation à résidence qu'à de la liberté. Restrictions concernant le téléphone et la technologie. Imaginez occuper le poste le plus puissant de la planète, mais ne pas avoir le droit de scroller sur TikTok, de consulter Instagram, ni même d'utiliser un téléphone normal comme tout le monde. C'est l'étrange réalité des présidents et anciens présidents des États-Unis. Leur vie est soumise à d'étranges restrictions technologiques qui ressemblent davantage à un film d'espionnage qu'à la réalité. En décembre 2013, Barack Obama a admis quelque chose de surprenant. Il ne pouvait pas utiliser d'iPhone, non pas qu'il n'en veuille pas, mais à cause de ce que les services secrets appelaient des raisons de sécurité. Au lieu de cela, il a dû s'en tenir à un vieux BlackBerry de 2009. Il faisait à peine tourner les applications modernes, mais il avait été fortement modifié pour empêcher quiconque de le suivre. Pourquoi tant de prudence? La même année, des fuites de la NSA ont révélé quelque chose de glaçant. Des agents du renseignement avaient aussi trouvé des moyens de pirater les iPhones et d'espionner jusqu'à 38 fonctionnalités différentes. Ils pouvaient même surveiller des dirigeants mondiaux comme l'Allemande Angela Merkel. L'inquiétude ne portait pas seulement sur les appels. Il s'agissait du GPS, de la localisation en temps réel et du fait de faire d'une personne comme Obama une cible facile. Lorsqu'il a pris ses fonctions en janvier 2009, Obama s'est battu avec acharnement pour conserver son BlackBerry. Finalement, ils l'ont laissé le garder, mais seulement une version dépouillée. Il pouvait envoyer des emails à une petite liste d'assistants proches et c'est tout. Pendant ce temps, ses filles Sacha et Malia étaient libres d'utiliser les iPhones autant qu'elles le voulaient. Cela a probablement rendu la situation un peu plus pénible. Les choses n'ont fait que devenir plus dramatiques avec le temps. Le 6 janvier 2021, alors que le chaos régnait au Capitole américain, les relevés d'appels officiels de la Maison-Blanche ont révélé quelque chose d'étrange. Un trou dans le journal des appels de Donald Trump qui a duré 7 heures et 37 minutes. Les gens ont commencé à poser des questions difficiles. A-t-il utilisé des téléphones jetables pour éviter d'être suivi? Ce n'aurait pas été la première fois que son utilisation du téléphone suscitait l'alarme. En 2019, un lanceur d'alerte a révélé que l'appel de Trump avec le président ukrainien avait été caché sur un serveur top secret, non pas pour des raisons de sécurité nationale, mais parce qu'il contenait des informations compromettantes sur Joe Biden. Même après avoir quitté leurs fonctions, les anciens présidents ne peuvent pas simplement entrer dans un magasin et acheter un ordinateur portable ou un téléphone. Tout doit être vérifié par les services secrets. Lorsque Trump n'a pas respecté ces règles pendant son mandat, son téléphone a été piraté plus d'une fois. Même leur courrier n'est pas sûr. En octobre 2018, des colis piégés adressés à Obama et aux Clinton ont été interceptés et neutralisés dans des installations de numérisation spéciales. Ces mesures extrêmes remontent à 1963, après l'assassinat de John F. Kennedy. Ce seul moment a remodelé à jamais le fonctionnement de la sécurité présidentielle. Depuis lors, même une chose aussi élémentaire que la conduite leur a été enlevée. Restriction de conduite. Tout a commencé après la mort de JFK le 22 novembre 1963. Il a été abattu alors qu'il circulait dans une Lincoln décapotable lors d'un cortège à Dallas. Après cela, les services secrets ont tout changé. Les présidents et même les anciens présidents ne sont plus autorisés à conduire eux-mêmes sur les routes publiques. C'est tout simplement trop risqué. Ils sont désormais toujours dans des véhicules fortement blindés avec quelqu'un d'autre au volant. La loi qui soutient cela,
la loi sur les anciens présidents adoptée en 1958 leur accorde une protection à vie, mais au prix d'une grave atteinte à la liberté personnelle. Lyndon B. Johnson, qui est devenu président après Kennedy, a été le dernier à enfreindre cette règle. En 1964, quelques mois seulement après l'assassinat, il a conduit sa voiture près de son ranch du Texas à une vitesse de 120 à 140 km/h. Il a même forcé une autre voiture à sortir de la route et a tenté de se débarrasser de sa propre équipe de sécurité. Après cet incident, la règle a été strictement appliquée et Johnson n'a plus jamais fait une telle cascade. Avant cette époque, les choses étaient différentes. En 1953, Harry Truman, qui n'était plus président, s'est arrêté une fois sur une autoroute du Missouri pour aider un agriculteur à rassembler des porcs. C'est devenu une histoire charmante dans la presse, mais le détail essentiel, c'est que cela s'est passé sur un terrain privé et non sur des routes sans la public. C'est aussi la seule raison pour laquelle cela a été autorisé. Aujourd'hui, même les amoureux de voitures ressentent le poids de cette restriction. Joe Biden a toujours été obsédé par les corvettes. En 2014, il a à moitié plaisanté en disant que la principale raison de ne pas devenir président était qu'il ne serait pas autorisé à en conduire une. Il possédait une Corvette Stingray de 1967. Et en tant que vice-président, il a fait une fois un burn-out dans son allée dans le Delaware. C'était le seul endroit où il pouvait légalement le faire. Barack Obama a obtenu en 2012 une autorisation spéciale pour conduire une Chevy Volt, mais seulement à l'intérieur des grilles de la Maison-Blanche, avec toutes les sorties verrouillées au cas où. Et quand Donald Trump a acheté une Tesla en 2025, il a dit clairement « Je ne peux pas la conduire ». Non pas qu'il ne veuille pas pas, mais parce que les règles ne le permettaient pas. Restrictions concernant les repas et l'alimentation. La façon dont les présidents mangent, ce n'est pas seulement une question de dîner chic et d'argenterie polie. Cela ressemble plus à un film d'espionnage qu'à un repas. Derrière chaque assiette se cache un réseau de règles, de craintes et de personnes dont le travail consiste à s'assurer que la personne la plus puissante du monde ne meurt pas après une bouchée. Pendant le mandat de George H.W. Bush au début des années 1990, la situation est devenue si intense que les agents des services secrets ne se contentaient pas de rester là. Ils apportaient son propre ketchup et de l'eau en bouteille au restaurant. Ils lavaient à la main chaque assiette, chaque couteau et chaque fourchette. L'un d'eux se tenait même dans la cuisine, goûtant la nourriture avant qu'elle n'arrive à sa table. Il n'était pas excessivement prudent, sans raison. Il se préparait au pire. L'empoisonnement était une crainte réelle. Cela ressemblait à quelque chose sorti des anciennes cours royales, mais c'était l'Amérique moderne. Lorsque George W. Bush a prêté serment en 2001, des experts en alimentation de la marine sont arrivés au Capitole à 6 heures du matin pour goûter chaque plat de son déjeuner d'investiture. Du homard à la vapeur au bison grillé, rien n'a été servi tant que les goûteurs n'ont pas donné leur feu vert. Ce ne sont pas des rôles imaginaires. Même lorsque les présidents voyagent à l'étranger, du personnel militaire est envoyé en avant pour goûter les repas dans les cuisines étrangères. Parfois, juste là où du poison pour rats se trouve sur la même étagère que la farine. Cela ne s'est pas arrêté avec eux. Barack Obama, en 2013, a dû refuser une salade de homard préparée par la sénatrice Susan Collins lors d'un déjeuner au Capitole. Non pas qu'il n'ait pas aimé, mais parce que son équipe ne l'avait pas vérifié au préalable. On raconte qu'il est resté assis là à la regarder fixement. Collins a dit qu'il avait l'air d'avoir très envie d'en manger, mais le protocole a primé sur l'appétit. La même chose s'est produite dans le monde entier. Que ce soit dans les restaurants parisiens ou lors de dîners organisés par des chefs d'État, ces équipes inspectaient les cuisines, les garde-manger et les ingrédients avant qu'ils ne puissent prendre une seule bouchée. Même les envies soudaines étaient anéanties. En 1983, Bill Clinton a dîné en toute simplicité avec les Gore, mais même dans ce cas, des agents rôdaient en arrière-plan, surveillant la façon dont la nourriture était préparée. Un mois plus tôt,
Un goûteur qui avait servi sous 3 présidents différents avait été envoyé à un événement de la Silicon Valley pour vérifier les repas. Ces personnes n'étaient ni des chefs ni des critiques. C'étaient des défenseurs avec des fourchettes, prêts à bloquer le danger une bouchée à la fois. Et puis est arrivé ce moment en 1990 où Bush Senior a déclaré la guerre non pas à un pays, mais aux brocolis. Il les détestait tellement qu'il les a bannis d'Air Force One. Cette haine d'enfance s'est transformée en drame national. Les producteurs californiens ont réagi en envoyant 10 tonnes de brocolis à la Maison-Blanche. Ironiquement, la controverse a stimulé les ventes de brocolis de 10% presque du jour au lendemain. La Maison-Blanche ne pouvait pas les manger, alors elle les a donnés à des banques alimentaires. C'est devenu un étrange mélange de protestation et de charité. Tout cela à cause de la vendetta d'un homme contre les légumes. En Turquie, même l'équipe du président Erdogan ne prenait aucun risque. En 2015, chaque bouchée qu'il mangeait était testée pour vérifier qu'elle ne contenait pas de poison. Aucun incident n'a été signalé, mais la peur est restée. Aux États-Unis, les choses étaient tout aussi discrètes, bien qu'on en parlât moins ouvertement. La sécurité ne se limitait plus aux gardes du corps. Lors d'un dîner en 2024 à New York, l'équipe du président Biden a envoyé des drones et des chiens renifleurs de bombes pour sécuriser un restaurant italien. Ils n'ont même pas complètement fermé l'endroit, mais ils contrôlaient. Leur presse à cuisine comme s'il s'agissait d'une base militaire. Et ce n'était pas pour un banquet officiel, c'était juste un dîner. Même si le pays dépense des millions pour promouvoir la nutrition, comme l'augmentation de 76% du financement de la nutrition par l'administration Bush en 2008 en ce qui concerne leurs propres assiettes, les présidents vivent dans l'isolement. Les repas sont des missions aoïstes, en au risque. Une erreur pourrait signifier un désastre. Ce qui ressemble à du luxe de l'extérieur est en fait une forteresse de peur. L'imitation des cadeaux. Être président des États-Unis, ça semble être le travail ultime. Vous êtes entouré de pouvoir, de sécurité et de respect international. Mais imaginez que quelqu'un vous donne un mignon petit chiot en cadeau, et au lieu de le serrer dans vos bras et de partir, on vous dit que vous ne pouvez pas le garder à moins de le racheter à votre propre gouvernement. Ce n'est pas une blague, c'est réellement arrivé. En 2003, le président bulgare, Georgi Parvanov, a offert à George W. Bush un chiot Caracal Shepherd duveteux de 2 mois. Bush l'a adoré, mais au moment où il a atterri dans ses bras, il est légalement devenu la propriété du gouvernement à cause du fonctionnement des lois sur les cadeaux. La valeur du chiot était d'environ 340 $, juste au-dessus de la limite autorisée pour les cadeaux aux fonctionnaires. Bush a donc dû payer de sa poche pour garder le chien. Et ce n'est pas une situation unique. La loi qui la sous-tend remonte à l'article 1, section 9 de la Constitution américaine qui interdit au président d'accepter des cadeaux de gouvernements étrangers sans l'accord du Congrès. Le but est d'empêcher la corruption ou l'influence en coulisses. Puis, en 1966, ils ont adopté la loi sur les cadeaux et décorations étrangers, qu'ils ont ensuite mise à jour en 1977, stipulant que tout cadeau d'une valeur minimale. Aujourd'hui, cela signifie que tout ce qui dépasse 480 $ doit être remis aux Archives nationales ou racheté à son prix réel. Cela semble strict, et ça l'est. Quand l'Argentine a envoyé à Bush 135 kilolus d'agneau cru en 2005, les services secrets l'ont probablement fait détruire. Pourquoi? Parce que les cadeaux périssables ne sont pas autorisés non plus, car ils pourraient être empoisonnés. Ainsi, non seulement les présidents doivent déposer des rapports chaque année auprès de l'Office of Government Ethics en indiquant ce qu'ils ont conservé, mais ils doivent même payer des impôts sur ces cadeaux. Oui, même pour un chien ou une assiette décorative. Et cela remonte loin. En 1862, le roi de Siam a offert des éléphants à Abraham Lincoln, ce qu'il a poliment refusé. Mais quelques années plus tard, Rutherford Hayes a dit oui à quelque chose de beaucoup plus permanent. La reine Victoria lui a offert un bureau de 60 kilos, sculpté dans les bois d'un navire britannique, le HMS Resolute.
Ce bureau se trouve encore aujourd'hui dans le bureau ovale. En 1997, Bill Clinton a reçu un tapis immense tissé par des femmes azerbaïdjanaises représentant son visage et celui d'Hillary. Barack Obama a reçu un jour une sculpture de cheval étincelante d'une valeur d'un demi-million de dollars du roi Salman d'Arabie saoudite. Il n'a pas pu la garder. Elle a dû aller directement à la collection du gouvernement. Mais voici l'étrange rebondissement. Même si les présidents doivent renoncer aux chiens, à la viande et aux cadeaux précieux, il existe une échappatoire. En 1992, le Congrès a discrètement créé une exception. Les présidents ne sont pas liés par les mêmes règles d'éthique en matière de cadeaux que les autres fonctionnaires du pouvoir exécutif, en ce qui concerne les choses liées à leur future fondation ou bibliothèque. Cela signifie que, tandis que les diplomates renoncent aux ensembles de parfums et aux montres, l'ancien président Trump pourrait repartir en 2025 avec un jet de luxe de 400 millions de dollars offert par le Qatar pour sa bibliothèque présidentielle. Les critiques sont furieux. Ils disent que les mêmes règles qui obligent un président à payer pour un chien permettent à un autre d'accepter un jet. L'idée originale était de bloquer la corruption. Au lieu de cela s'est transformé en une liste de titres absurdes, de restrictions en matière de publication et de droits d'auteur. Les mots qui sortent de la bouche d'un président ne lui appartiennent pas entièrement. En vertu de l'article 105 de la Loi sur le droit d'auteur adoptée en 1976, tout ce qui est écrit ou créé par des employés fédéraux pendant leurs fonctions officielles, y compris les discours des présidents, devient immédiatement du domaine public. Cela signifie pas de droit d'auteur, pas de contrôle, pas de redevance, N'importe qui peut utiliser leurs mots, les remixer, les vendre ou les coller sur des t-shirts et des publicités sans demander. Pensez au discours d'investiture de Barack Obama en 2009 ou au fameux discours de Reagan en 1997. Monsieur Gorbatchev, abattez ce mur. Ces lignes puissantes peuvent légalement être utilisées dans des publicités, des mèmes et des clips YouTube pour toujours. Ce n'est pas un hasard moderne. L'idée a commencé avec une affaire de la Cour suprême de 1834 appelée Wheaton contre Peters. À l'époque, un journaliste judiciaire nommé Henry Wheaton a poursuivi un autre journaliste pour avoir publié des avis de la Cour suprême qu'il avait recueillis. Mais la Cour a statué que personne ne pouvait revendiquer le droit d'auteur sur le travail du gouvernement. Cette décision s'est finalement étendue au président. Encore plus tôt, George Washington a signé la première loi sur le droit d'auteur en 1790. Mais des décennies plus tard, le public avait encore un accès gratuit à 7000 pages de ses lettres personnelles. En 1841, l'affaire Folsam contre Marsh a permis de publier des extraits de ces lettres sans autorisation. Cette décision a introduit l'idée de l'usage équitable, mais au prix de la vie privée présidentielle. En 1895, le Congrès a définitivement verrouillé la règle. Il a adopté la loi sur l'imprimerie, interdisant complètement le droit d'auteur sur les publications gouvernementales. Ainsi, lorsque les bandes de l'affaire du Watergate de Nixon ont été rendues publiques en 1964, n'importe qui pouvait vendre des copies et garder l'argent, sauf Nixon. La même chose s'est produite avec les transcriptions de la procédure de destitution de Bill Clinton en 1998. Elles ont inondé Internet, sont devenues de l'or médiatique, et Clinton n'en a absolument rien tiré. Et en 2025, la tension a de nouveau explosé. Le 8 mai, le président Trump a limogé Carla Hayden, la bibliothécaire du Congrès, qui était devenue un symbole de la politique progressiste dans le monde littéraire. 2 jours plus tard, le 10 mai, il a renvoyé Shira Perlmutter, la responsable du droit d'auteur. Cette décision a déclenché le chaos. Le bureau du droit d'auteur appartient au Congrès, pas au président, et Trump n'avait aucun pouvoir légal pour la renvoyer, mais c'est quand même arrivé. Pendant les 12 jours ouvrables suivants, environ 20 000 enregistrements de droits d'auteur ont été gelés. Aucun certificat n'a été signé. Perlmutter a intenté une action en justice, affirmant que son licenciement violait l'indépendance du pouvoir législatif,
mais un juge a refusé son ordonnance restrictive d'urgence. Des audiences devant le tribunal ont été prévues pour juillet 2025. Ironiquement, Trump avait passé cette même année à attaquer les entreprises d'IA pour avoir utilisé du matériel protégé par le droit d'auteur sans payer les créateurs. Mais des milliers de ses propres tweets officiels de 2017 à 2021 sont maintenant du domaine public. Plus de 50 000 d'entre eux peuvent être copiés et partagés librement, grâce à la règle même qu'il a ignorée. Restrictions concernant la vie à la Maison-Blanche. L'une des règles les plus frustrantes de la Maison-Blanche est qu'aucune des 147 fenêtres ne peut être ouverte, pas même légèrement. Elles sont toutes scellées pour des raisons de sécurité, piégeant les présidents et leurs familles à l'intérieur d'une boîte parfaitement polie. Michelle Obama s'est un jour ouverte sur la profondeur de l'impact de cette situation sur elle. Lors d'une interview en 2016 avec Stephen Colbert, elle a déclaré que pendant le mandat de Barack Obama de 2009 à 2017, même une chose aussi simple que de sentir le vent à travers la fenêtre d'une voiture était devenue un luxe rare. Elle se souvient d'un moment en 2013 où son agent des services secrets l'a autorisé à baisser la vitre sur le chemin de Camp David pendant seulement 5 minutes. Elle a appelé ça un régal. C'est dire l'intensité des restrictions. Il n'y a pas qu'elle. Ronald Reagan, qui a servi de 1951 à 1959, détestait aussi ce sentiment. Après l'attentat de 1983 contre la caserne de Beyrouth, les menaces étaient partout, et même lui a admis que la Maison-Blanche ressemblait davantage à une cage dorée. Et il n'en a pas toujours été ainsi. Avant 1945, les fenêtres pouvaient être ouvertes, mais les rénovations d'après-guerre ont ajouté un verre épais et par balles. On pourrait penser que cela suffirait, mais en 2014, un homme nommé Omar Gonzalez a sauté la clôture, a couru directement dans le bâtiment et a franchi une porte non verrouillée. Cet événement a choqué la nation et a rappelé à chacun pourquoi la sécurité reste si extrême. En 2009, ils avaient même installé des tapis sensibles au poids sous le plancher du bureau ovale afin que les agents puissent discrètement suivre les mouvements sans entrer dans la pièce. La vie privée est devenue quelque chose qu'ils surveillaient, pas quelque chose qu'ils avaient. Et puis, il y a l'argent. Bien qu'ils gagnent un salaire de 400 000 $, les présidents doivent payer leurs propres repas personnels, leurs courses et même leur dentifrice. Ce n'est pas une blague. L'État couvre les grands événements officiels comme les dîners d'État, mais si la famille veut des crêpes un dimanche matin, cela sort de leur propre poche. Michelle Obama a écrit dans ses mémoires de 2018, Becoming, que cette unique pêche, juste une, a fini par coûter 500 $ à cause de l'endroit d'où elle devait être achetée. Même la femme d'Abraham Lincoln, Mary Todd Lincoln, s'est retrouvée empêtrée dans ce système. Pendant sa présidence de 1861 à 1865, elle a accumulé une dette de 27 000 $ en courses et en vêtements, ce qui équivaudrait aujourd'hui à environ un demi-million de dollars. Elle est devenue si désespérée qu'elle a un jour envisagé de vendre du fumier de la Maison-Blanche juste pour payer les factures. Laura Bush a également été choquée. Elle et son mari, George W. Bush, y ont vécu de 2001 à 2009, et elle n'arrivait pas à croire qu'il n'y avait pas d'allocation pour les vêtements. Barack Obama a dû financer personnellement la gigantesque fête du 50e anniversaire de Michelle en 2014. La nourriture, les serveurs, le nettoyage, tout pour 500 invités est sorti de sa poche. Donald Trump, qui a suivi de 2017 à 2021, mangeait parfois dans ses propres propriétés. Mais même dans ce cas, si la nourriture ne faisait pas partie d'un événement officiel, il devait la payer lui-même. Ces règles remontent à 1792. Des lois créées pour séparer les fonds publics et privés. Mais cela signifie que les présidents peuvent négocier la paix dans le monde une minute et vérifier la facture d'épicerie la minute suivante. Restrictions concernant le courrier et la vie privée. Pendant des années,
chaque lettre envoyée au président ou provenant de lui est réacheminée vers des installations secrètes des services secrets situés hors site. Rien n'est considéré comme acquis. Des machines recherchent les radiations. Des biocapteurs reniflent les poisons et des robots ouvrent soigneusement tout ce qui est risqué. Chaque enveloppe, chaque carte d'anniversaire, chaque note privée passe par cette routine. Non seulement pendant leur présidence, mais même longtemps après avoir quitté leur fonction. Cela ne finit jamais. En 2020, le service d'inspection postale a traité plus de 25 000 cas de courriers suspects à l'échelle nationale, 10 incidents dangereux par jour. Près de 40% d'entre eux impliquaient de mystérieuses poudres blanches. C'est le monde dans lequel ils vivent. Certains cas ont été vraiment terrifiants. Le 19 septembre 2020, une lettre adressée à Donald Trump s'est révélée positive au ricin. Elle venait du Canada et contenait un poison 6000 fois plus mortel que le cyanure. Il n'existe pas d'antidote. Les autorités craignaient que d'autres lettres soient encore en circulation, et elles avaient raison. Cette même toxine avait déjà été envoyée auparavant. En 2018, un ancien combattant de la marine nommé William Clyde Allen Treuer a envoyé par la poste des graines de ricin broyées, la forme brute du ricin, non seulement à Trump, mais aussi au secrétaire à la Défense Jim Mattis et à d'autres. En 2014, un homme du Mississippi nommé James Everett Dutschke a été condamné à 25 ans, 25 ans de prison pour avoir envoyé par la poste des lettres contenant du ricin à Barack Obama et à des fonctionnaires. Et un an avant cela, en 2013, une actrice nommée Shannon Richardson a écopé de 18 ans de prison pour avoir fait la même chose à Obama. Ce niveau de peur remodèle ce que signifie même la vie privée. L'ancien agent des services secrets, Jonathan Wackrow, a un jour déclaré qu'être sous protection est la chose la plus intrusive que quiconque puisse vivre. Imaginez que chaque lettre d'amour ou chaque facture médicale soit ouverte et lue par des inconnus à chaque fois pour le reste de votre vie. Il n'y a pas de moyen de l'éteindre. Pas de bouton « Ancien président » qui apporte la paix. Restriction post-présidence. L'une des choses les plus étranges quand on est un ancien président américain, c'est qu'on n'est plus jamais vraiment seul. Même après avoir quitté la Maison-Blanche, vous êtes suivi par une équipe de personnes formées pour vous protéger. Cette règle est issue d'une loi adoptée en 1958 appelée la Loi sur les anciens présidents. Elle accordait aux anciens présidents une protection à vie de la part des services des secrets. Mais en 1994, quelque chose de surprenant s'est produit. Le Congrès a décidé de limiter cette protection à seulement 10 ans pour toute personne devenue présidente, après le début de 1997. La raison était d'économiser de l'argent à une époque où les dépenses fédérales explosaient. Si cette règle était restée en vigueur, Bill Clinton aurait perdu son équipe de sécurité en 2011. Mais les choses ont changé à nouveau en 2013. Le président Obama a signé une nouvelle loi. Une nouvelle loi appelée la Loi sur la protection des anciens présidents, qui a rétabli la couverture à vie. Cela n'a pas seulement affecté les futurs présidents comme lui ou George W. Bush. Cela signifiait également que tout président à venir bénéficierait d'une protection à temps plein à vie. Le raisonnement était simple. Les gens veulent toujours nuire aux anciens dirigeants, même après qu'ils ont quitté leurs fonctions. Il suffit de repenser à 1981, lorsque Ronald Reagan a été abattu alors qu'il était encore en fonction. Ce moment a montré à quel point les choses pouvaient être dangereuses. Il est intéressant de noter que Richard Nixon est le seul ancien président à avoir refusé cette protection. Il l'a officiellement refusée le 1er juillet 1985, soit 11 ans après avoir démissionné à la suite du scandale du Watergate. Nixon a déclaré qu'il voulait économiser l'argent des contribuables. À l'époque, il en coûtait environ 3 millions de dollars par an pour protéger chaque ancien président. Au lieu de cela, il a payé sa propre sécurité privée. Ce choix l'a rendu plus vulnérable, d'autant plus que beaucoup de gens lui voulaient encore une rancune tenace. Mais la plupart des présidents n'ont pas suivi son exemple.
C'est parce que la protection des services secrets n'est pas seulement un garde du corps avec une oreillette. Elle comprend des évaluations des menaces, une planification de la sécurité et même des agents envoyés à l'avance dans les endroits que l'ancien président pourrait visiter. En fait, le 24 octobre 2018, des agents des services secrets ont arrêté des bombes artisanales qui avaient été envoyées par la poste à Barack Obama et à Bill Clinton. Elles ont été envoyées par un partisan perturbé de Trump nommé Cesar Siok, qui a construit les dispositifs à l'intérieur d'une camionnette. Si les services secrets n'avaient pas été là, cela aurait pu se terminer en tragédie. Il y a eu un autre moment étrange en 1995, lorsque la règle des 10 ans était encore active. Certains fonctionnaires ont même discuté de la suppression de la protection des anciennes premières dames. Ce plan n'a pas abouti, mais il a semé la panique. De nos jours, le coût de la protection de tous les anciens présidents vivants s'élève à plus de 50 millions de dollars par an. Les agents font constamment des rotations, restant proches à tout moment. Ils ne laissent même pas les présidents conduire sur les routes publiques. Ils ne peuvent pas sortir sans plan. Ils ne peuvent pas être spontanés. C'est le prix à payer pour rester en sécurité. En 2025, quelque chose d'inhabituel s'est encore produit. Le président Trump a mis fin à la protection prolongée de Kamala Harris seulement 7 mois après la fin de son mandat de vice-présidente. Cette décision est intervenue le 29 août et a suscité une indignation massive. Normalement, les anciens vice-présidents bénéficient de 6 mois de protection et ils peuvent obtenir plus de temps s'il existe une menace crédible. Dans le cas de Kamala Harris, les menaces étaient bien réelles. Un incident terrifiant s'est produit en juillet 2024 lorsqu'un homme portant des armes a été arrêté près de l'un de ses événements de campagne. Les critiques, dont le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, ont déclaré que la décision de Trump était clairement politique. Ils ont averti que la protection n'a jamais été conçue pour être un outil utilisé à des fins de vengeance. Elle est censée sauver des vies. Ce rappel remonte à 1975, lorsque Gerald Ford a survécu à 2 tentatives d'assassinat à seulement 17 jours d'intervalle. Dans les 2 cas, ces agents ont arrêté les attaquants. La vie privée dans les toilettes. En 2017, des agents des services secrets affectés à Ivanka Trump et à Jared Kushner se sont retrouvés dans une situation bizarre. Ils n'étaient pas autorisés à utiliser l'une des 6 salles de bain à l'intérieur de l'immense maison du couple dans le quartier de Kalorama, à Washington, D.C. Les agents ont donc dû trouver des moyens créatifs pour se soulager. Au début, ils ont utilisé un porte-à-outils garé à l'extérieur, mais les voisins n'étaient pas contents et il a été rapidement retiré. Cela a forcé les agents à parcourir 1,5 km en voiture juste pour utiliser les toilettes chez Mike Pence. Parfois, ils se faufilaient dans des restaurants comme Chipotle. Une fois, ils ont même utilisé les toilettes du garage de la maison de Barack Obama de l'autre côté de la rue. Mais cela n'a pas duré longtemps. Un superviseur aurait laissé derrière lui une vilaine pagaille à l'automne 2017 et le service d'Obama les a immédiatement bannis. Finalement, le gouvernement a fini par louer un minuscule studio à proximité juste pour avoir accès aux toilettes. Cela a coûté 3 000 $ par mois et en 2021, le total avait dépassé les 100 000 $. Un haut responsable des forces de l'ordre a déclaré qu'il n'avait jamais rien vu de tel. Puis est survenue une violation choquante en 2022. Un agent supérieur des services secrets affecté aux Obama a enfreint le protocole de manière grave. Il a invité sa petite amie dans leur maison vide à Hawaï et lui a même envoyé des photos à l'avance. Il a suggéré en plaisantant qu'il fasse quelque chose d'inapproprié dans la salle de bain de Michelle Obama, comparant cela au Mile High Club. Après que ce scandale a fait surface, il a été renvoyé. Ce n'était pas juste une erreur. Il y avait des violations répétées de la sécurité. Les choses ne se sont pas calmées. Le 27 juillet 2024, des agents se préparaient pour une collecte de fonds pour Kamala Harris à Pittsfield, dans le Massachusetts, quand quelque chose d'incroyable s'est produit.
Ils n'ont pas pu trouver de toilette. Alors, ils ont crocheté la serrure d'un salon de coiffure fermé appelé 413, qui appartenait à une femme nommée Alicia Powers. Ils ont même recouvert sa caméra de sécurité de ruban adhésif et ont laissé un flot de personnes utiliser l'endroit pendant plus de 2 heures. Cela comprenait les secouristes. Powers a déclaré plus tard qu'elle se sentait complètement violée. Les services secrets se sont excusés et ont déclaré qu'il s'agissait d'un malentendu avec les intervenants locaux. Mais des histoires comme celle-ci continuent de s'accumuler, montrant jusqu'où l'agence est prête à aller au nom de la sécurité.